Bonjour et bienvenue sur la Space TV où nous allons parler de l'aquaculture. L'aquaculture, une filière qui est développée au space. Donc pour en parler, on va chercher quelles sont un peu les nouvelles technologies, les nouvelles innovations qui gravitent autour de l'aquaculture. Donc on est en compagnie de Ségolène Calvez. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur à Oniris Vet Agro Bio à Nantes, l'école vétérinaire, spécialisée en aquaculture et notamment en santé des poissons et crevettes. Et Siméon Fagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargé du développement aquacole pour la société Phytosynthèse. Donc, on va voir ensemble, on va dresser un peu le portrait des différentes innovations qui peuvent se pratiquer dans la filière. Alors, aujourd'hui, c'est notamment, Ségolène Calvet, vous travaillez beaucoup sur la santé des poissons. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les enjeux, c'est de maintenir un cheptel d'animaux en bonne santé et donc en fait aussi de réduire l'usage des antibiotiques qui sont nécessaires en cas de maladie. Mais l'idée justement, c'est de ne pas arriver à la maladie pour ne pas utiliser les antibiotiques. Et donc actuellement, on travaille beaucoup sur l'amont en fait, on va dire, et notamment sur le développement de vaccins pour protéger les animaux et limiter la maladie et donc l'usage des antibiotiques. Les antibiotiques en élevage aquacole, c'est quelque chose de régulier? C'est très utilisé ou c'est vraiment du cas par cas? Alors, c'est vraiment du cas par cas. Alors, surtout en France, hein, c'est vrai qu'en termes de réglementation, la réglementation peut être différente en fonction des pays et donc, du coup, les usages peuvent être différents. En France, c'est très réglementé. Donc, clairement, il y a un usage qui est fait lorsque les animaux commencent à mourir et que pour éviter en fait que tout le cheptel meure, on va mettre en place un traitement antibiotique. Mais voilà, c'est vraiment assez peu, en fait, hein, en tout cas en aquaculture française. On parle d'aléa, donc c'est la quantité d'antibiotiques qui est utilisée pour tant de kilos d'animaux est assez faible par rapport aux autres espèces animales. Mais du coup, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup travaillé sur la prophylaxie, donc les vaccins, la biosécurité dans les élevages, pour limiter en fait l'apparition de maladies. Et C'est bien. alors, les vaccins, justement, pour un néophyte comme moi, comment on fait pour vacciner un poisson? Comment ça se passe? Oui, alors c'est vrai que ça étonne un peu beaucoup de personnes. Et en fait, il y a trois modalités de vaccination. Donc en fait, on peut vacciner ce qu'on appelle par balnéation. Donc en fait, on va mettre les poissons dans l'eau, on les laisse dans l'eau, mais en présence du vaccin. Donc en fait, le vaccin va rentrer en contact avec l'animal. On peut aussi l'utiliser par l'aliment. Donc en fait, on va mettre le vaccin autour de l'aliment et ensuite on va distribuer l'aliment. Et ce qui marche le mieux, alors qui est aussi le plus lourd en termes de mise en place, c'est par injection. Et donc, en fait, on va anesthésier tous les animaux pour pouvoir leur faire une injection en intrapéritonéal. Et là, on donne exactement la dose qu'on veut à tous les animaux. Et donc, c'est ce qui protège le plus derrière. Et ça vaut le coup de prendre un petit poisson, de lui faire une injection, donc une piqûre à chaque poisson, comme ça? Alors Oui. oui, il y a eu des développements économiques Ouais. qui ont montré l'intérêt, effectivement, de vacciner. Alors ça va dépendre de la maladie, hein, mais si le vaccin est très efficace et la maladie, on va dire, une mortalité très importante, eh bien en termes de pertes économiques, effectivement, on aura plus de pertes économiques si on ne vaccine pas et qu'on est amené derrière peut-être à traiter aux antibiotiques, plus la mortalité, parce que le coût de l'antibiotique est un coût également important. Et donc, en fait, de travailler sur le vaccin, sur l'achat du vaccin, c'est cher, la modalité d'injection est longue et coûteuse, hein, puisque ça demande du personnel, mais sur la totalité de l'élevage, qui est un élevage long en poisson, eh bien, économiquement, c'est rentable de vacciner. Oui, parce que long, c'est combien de temps pour mener au bout une truite ou un saumon, une dorade? C'est quel ordre de temps? Alors c'est vrai que ça va dépendre des espèces, hein. Alors moi je suis plus spécialisé, on va dire, salmonidés et truites arc-en-ciel, mais actuellement la demande du consommateur est orientée plutôt truite fumée. Donc pour faire du fumé, il faut un gros poisson, et donc on est sur des poissons qui font, allez, on va dire 3 kilos, et donc qui ont 3 ans d'élevage. Pardon. Si je Comme caricature un peu, mais c'est l'idée. comme une génisse, quoi, comme une Voilà, vache. ouais, c'est ça, mais ça un peu plus lourd. D'accord. Et en bar, on est aussi sur des durées assez longues d'élevage, de 2 ans pour avoir un bar assez. 18 mois, 2 Ouais, ans. ouais. Ouais, 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 d'accord. Mm. Siméon Fagnon, vous, chez Phytosynthèse, votre cœur de métier, c'est plutôt le préventif plutôt que le curatif. Expliquez-nous sur quoi vous travaillez.
Alors, Phytosynthèse, c'est une entreprise spécialisée dans des solutions beaucoup phytogéniques, Mm. donc notamment pour la nutrition animale, donc les poissons et crevettes y compris. Et donc, on appartient à un groupe, le groupe Lening, qui est très axé sur le naturel, avec plusieurs filiales à travers le monde. Donc, on utilise plusieurs, en termes de sourcing, une diversité d'actifs botaniques, et notamment pour des activités préventives du groupe Lening. D'accord. Donc c'est principalement des extraits de plantes que vous additionnez Alors, ajoutez à la nourriture? Comment ça alors, se passe? on travaille avec une diversité d'actifs, donc je dirais plus d'une centaine d'actifs. Et en termes de sourcing, on est parfois sur des poudres, des extraits de plantes ou des huiles essentielles. Mm. Et on travaille généralement en combinaison, donc on essaie de créer une synergie en fonction de la diversité d'actifs que nous avons. Donc on se base sur beaucoup d'activités parce que c'est des extraits de plantes qui ont en termes de bioactivité peuvent être plutôt antiparasitaires, antibactériens, antioxydants, anti-inflammatoires. Et donc nous on se table sur cette bioactivité ou cette diversité de bioactivités pour combiner et avoir une réduction de mortalité en conditions stressantes ou en présence de pathologies. Mm. Donc on reste vraiment sur une approche préventive, donc réduit la mortalité en cas de pathologie en élevage. Ça me fait penser à quelle est un peu la place de la recherche, de la R&D à la fois publique et privée dans la filière aquacole. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Est-ce qu'il y a des sous pour ça? Comment ça se passe? Alors, nous autres, aujourd'hui, on est une entreprise privée, donc on travaille soit avec des fonds propres ou en collaboration avec des partenaires de recherche, soit à travers des projets de recherche. Et en termes de partenariat, je pense que les fonds sont divers en fonction de l'intérêt du sujet qu'on aborde, sachant que la problématique santé reste une thématique très importante, même si en termes de financement, ce n'est pas facile à glaner, quoi. Oui, je peux rebondir un petit peu sur ce que dit Siméon. C'est vrai que, bon, après, je pense que c'est un peu le lot de tous les chercheurs. C'est que on passe beaucoup de temps à chercher de l'argent. Mm. L'aquaculture, je pense que voilà, par rapport à d'autres aux espèces terrestres, c'est moins développé. Après, voilà, il existe quand même des fonds un peu spécifiques, hein. Je pense au financement FEAMP, maintenant FEAMPA, donc des fonds européens qui vont participer à des projets soit très fondamentaux, soit de développement, d'innovation en aquaculture. Mm. Pour rebondir, par exemple, nous, on travaille sur ce matin à la conférence, on a présenté notre approche de développement produit où on part vraiment de l'approche in silico, donc il reste vraiment de la modélisation informatique jusqu'à des essais in vivo en partenariat avec plusieurs chercheurs à travers le monde, que ce soit en Grèce, en Asie et puis en Europe aussi, hein, en France ici. Donc Là, vous arrivez à faire de l'expérimentation terrain sur vos produits, quoi. ah bah, on le fait, expérimentation terrain en ferme et même avec des chercheurs sur diverses espèces, que ce soit le bar, la dorade, les crevettes, le tilapia et la truite arc-en-ciel. Mm. Je rebondis un peu de nous à Oniris, le côté vétérinaire, en fait, adossé à mon équipe de recherche, on a ce qu'on appelle une station aquacole expérimentale. Ok. Et donc, en fait, on a des bassins, on a des poissons, et on va pouvoir travailler dans des conditions contrôlées. Donc, en fait, c'est un peu l'interface entre le in silico, in vitro, si on va faire au laboratoire, et puis avant de passer sur l'étape terrain en taille ferme, qui est nécessaire aussi, hein, mais ça permet de tester différentes choses. C'est ce genre de station aquacole. Ok. Et justement, vous me disiez que vous testez des, tout ce qui est aussi des nouveautés, enfin, pour le domaine de l'élevage, comme l'impact environnemental ou le bien-être animal. C'est des choses qui sont travaillées aujourd'hui par la filière. Qu'en est-il Le bien-être, c'est vrai qu'on est un peu en retard, on va dire, par rapport à ce qui se développe et ce qui se fait chez les animaux terrestres. Mhm. Mais par contre, c'est une vraie volonté et de la filière recherche et aussi terrain, hein, des professionnels, puisque voilà, c'est une attente sociétale, hein, du consommateur de prendre en compte le bien-être animal. Et donc, alors, moi, sur un projet où j'étais pas seule, avec différents collègues chercheurs, un projet de CASDAR, on a encadré une thèse vétérinaire et donc on a travaillé sur différents types d'enrichissement, des cachettes, des tuyaux, des sortes d'algues dans le bassin pour voir un petit peu le comportement de l'animal Mhm. et si ça améliorait donc son bien-être par des grilles, hein, des cotations. Et puis derrière aussi, si derrière ça développait aussi son système immunitaire, ce que Siméon peut aussi attendre de par l'usage de ces produits, et du coup derrière une meilleure résistance aux maladies. Donc clairement, chez nous, mais dans d'autres équipes de recherche, ça se développe.
Alors, juste pour rebondir, le bien-être reste un axe majeur, nous, dans notre vision. Pour rappel, c'est promouvoir la réduction d'utilisation d'antibiotiques, promouvoir l'utilisation des actifs botaniques standardisés et promouvoir aussi le bien-être animal en élevage. Mm. Et donc, nous, on passe souvent soit par deux axes, la réduction du stress en élevage, parce que certains élevages, c'est très intensifié, donc haute densité d'élevage. Et nous, par l'apport de nos solutions phytogéniques, on réduit le niveau de stress en élevage. Et le second axe, c'est beaucoup plus d'agir sur la santé du poisson ou de la crevette, donc en renforçant son système immunitaire ou en renforçant sa capacité antioxydante en fonction du niveau de stress auquel il sera confronté. Il existe une réglementation bien-être animal en poisson, ou comme ça existe en porc ou en volaille, ou c'est pas encore, des textes sont pas encore parus, c'est juste des normes d'élevage classiques qui font qu'on atteint des limites qui après sont plus acceptables pour l'élevage. Comment ça se Ouais, passe? en élevage, en tout cas, truite, par exemple, donc il y a des normes alors, plutôt associées à la qualité d'eau qu'on doit respecter, hein, des taux de nitrite, phosphore, d'oxygène, etc. On a des densités à respecter. Alors les densités, en fait, elles sont plutôt fixées par la grande consommation. En fait, hein, c'est les qualités des GMS, des normes qualité des GMS qui fixent les densités. Il n'y a pas de réglementation en élevage conventionnel. Attention, il y a aussi de l'élevage bio en poisson. Et donc là, avec un cahier des charges bio, des densités fixées, voilà. Très bien. L'innovation, c'est aussi des innovations technologiques et informatiques. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en termes de monitoring, de nouvelles technologies sur les bassins d'élevage? Siméon, par exemple. Alors, ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on va de plus en plus vers l'utilisation historiquement, c'est que pour mesurer la qualité de l'eau, donc c'est un paramètre classique sur lequel il faut se tabler pour évaluer la qualité de l'eau. Il y a des sondes qu'il faut utiliser pour mesurer ces paramètres. Et de plus en plus aujourd'hui, il y a des capteurs qui se développent dans certains milieux d'élevage. Après, comment est-ce que économiquement et en termes de praticité, ça va se développer, à quelle vitesse, ça, il faudra l'évaluer et le suivre de près. C'est des choses que regardent les vétérinaires, ces nouvelles technologies de monitoring, ou pas encore? Alors un peu, ouais. Alors les vétérinaires, puis aussi les éleveurs, parce que dans l'idée, c'est d'intervenir au plus tôt. Alors pour le côté vétérinaire, pour limiter la souffrance, la mortalité. Et puis, et du coup, c'est vrai que c'est une vraie volonté aussi de potentiellement, je vais dire mécaniser. Alors, c'est pas tout à fait le terme, mais finalement, on a des sondes, on a des capteurs, et du coup, s'il y a une norme en défaut, hop, quelque chose se met en place pour pallier le problème, et du coup, ça allège aussi la charge de travail. De créer des algorithmes, des intelligences qui gèrent des nourritures, différents paramètres. des paramètres. Alors, la nourriture, ça se fait en fait en fonction des sites, hein, ça peut se faire, etc. Et puis, voilà. Est-ce qu'on va aller jusqu'à filmer les animaux pour mettre en place des scripts pour identifier des comportements anormaux? Bon, clairement, c'est des choses vers lesquelles on aimerait aller. Hein, mais la vidéo sous-marine et des intelligences pour traiter ces données. C'est ça. Il y a des scripts qui se développent. Ça va se faire peut-être plus rapidement sur certaines espèces que d'autres. Après, quelle vitesse D'accord. Quelle est la volonté en France aujourd'hui? Je crois que c'est quand même difficile de créer des nouveaux bassins, des nouvelles piscicultures. On importe beaucoup. C'est ça la difficulté française aujourd'hui? C'est ça, on est un pays où finalement on consomme quand même beaucoup de produits aquatiques. Alors on est aussi un pays, je vais dire, côtier quand même, avec une façade notamment atlantique assez importante. Donc il y a aussi la pêche. C'est la grosse difficulté de l'aquaculture, c'est qu'on a aussi cette notion concurrence de pêche. avec la pêche. Voilà, en tout cas. Mais clairement, en termes de produits aquatiques, on est sur un pourcentage d'importation de plus de 80% de ce qui est consommé par les Français. Donc c'est énorme. Et à l'heure actuelle, développer une aquaculture, sur le saumon ou sur la truite, ça doit être Alors, la truite, finalement, ça va à peu près, parce que le consommateur mange un peu plus de saumon. Donc, par contre, oui, on importe énormément de saumon, de crevettes, de thon. Ce sont les 3 principales espèces aquatiques importées en France et donc consommées par les Français. Et justement, il y a du potentiel de développement, vous, sur vos technologies, par exemple chez Phytosynthèse, ça va être plutôt à l'étranger qu'en France? Alors aujourd'hui, nous, on couvre quand même plusieurs pays du monde entier.
Et puis, en termes de présence forte, aujourd'hui, on est en Asie, on travaille aussi en Amérique latine, et notamment sur la crevette, en Équateur et autres. Et en Asie, Vietnam, Thaïlande, Taïwan, tout ça, on arrive quand même à développer assez fortement notre présence à travers les solutions que nous proposons, qui sont des solutions phytogéniques adaptées aux besoins des pisciculteurs. Donc, beaucoup plus de crevettes sur certains pays et beaucoup plus de poissons tropicaux sur d'autres pays. Il y a une volonté là aujourd'hui du SPAS de favoriser l'aquaculture dans les filières représentées, les filières d'élevage. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez des clients potentiels étrangers comment s'intègre l'aquaculture au SPAS aujourd'hui? Alors, de plus en plus, on se rend compte ou on remarque quand même une présence très forte déjà d'étrangers. Et on remarque aussi que le SPAS a quand même cette ambition de mettre en avant l'aquaculture, déjà à travers les différentes conférences qui sont organisées et ce matin et cet après-midi. Et nous, en tant que Phytosynthèse, on prend une part active dans l'organisation de cette conférence en sponsorisant. Et donc voilà, nous déjà, à notre échelle, on essaie quand même d'accompagner cette ambition du SPAS de promouvoir l'aquaculture. Et puis voilà, ça se remarque à travers ce qui se fait, quoi. Il y a une journée aquacole, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis je viens régulièrement et effectivement, depuis, on va dire, 3 ans à peu près, il y a une journée aquacole, il y a un parcours, on va dire, aquacole au sein des différents stands pour identifier là où on peut discuter ou voir de l'aquaculture, parce que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire animaux terrestres, mais également animaux aquatiques. Donc comme ça permet d'identifier finalement autour du salon les différentes entreprises, sociétés qui peuvent travailler également autour de l'aquaculture. Donc ça facilite vraiment cette visibilité. Un parcours aquacole. Siméon Fagnon, Ségolène Calvez, je vous remercie. Puis j'invite les téléspectateurs l'an prochain à s'inscrire aussi à cette journée du parcours aquacole pour ceux que ça intéresse. Et merci à tous les deux. Merci. Merci.